Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Et ça sera notre second live sur ce traité de philosophie et de politique. Second live, donc nous allons entamer le livre 2. Je pense qu'on lira le livre 2 entièrement ce soir, c'est même quasiment sûr. On a lu le livre 1 lors du premier live, on lit le livre 2 ce soir. Le livre 3 prendra aussi un live. Par contre, le livre 4, je pense qu'il en prendra 2, car il est un peu plus long. On en reparlera de toute manière, mais voilà, comme ça vous savez un peu où on en est de cette lecture et comment elle va s'organiser. Si vous nous regardez sur YouTube, vous avez compris avec ce que je viens de dire qu'il s'agit d'une rediffusion de live que vous êtes en train de mater. Et donc je vais discuter, vu que je suis en live, avec le chat forcément. Et si vous voulez zapper ces moments de parlotte pour aller directement à la lecture, directement à l'œuvre en elle-même, je vous invite à aller dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes que je mets à votre disposition pour pouvoir naviguer comme bon vous semble dans la lecture. Voili voilou. Et donc, comme d'habitude, nous allons commencer ce live avec une petite intro de 10-15 minutes pour que les gens qui voudraient suivre en live aient le temps d'arriver. Et j'accueille déjà 2 personnes, merci d'être là. Bonsoir et bienvenue Petit Poulpe Dissident. Bonsoir et bienvenue Chimaria Stories. Comment vous allez toutes les deux? J'espère que vous allez bien. Et merci Petit Poulpe Dissident qui dit j'ai raté les derniers lives mais je suis contente de revenir, ça m'avait manqué. Merci beaucoup Petit Poulpe Dissident, ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai que lors des derniers lives, je dirais les 2-3 derniers lives, j'ai été beaucoup plus seul que d'habitude et ça me fait bizarre. Ça m'a fait bizarre en fait parce que ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé à ce point. C'est-à-dire que j'ai déjà vécu des lives seuls de bout en bout et c'est vraiment pas agréable. Sauf qu'au fur et à mesure, je commence à avoir de plus en plus de personnes qui connaissent ce que je fais et qui s'y intéressent. Donc du coup, au final, maintenant, c'est rare que je sois seul. Et c'est vrai que là, les 2-3 derniers lives, j'étais seul ou quasiment seul. Et ça m'a foutu un petit coup. J'étais là... Ah, je suis pas très intéressé par... comment dire? En fait, j'ai même pas besoin d'expliquer ça parce que ça n'a aucun rapport au fait d'être populaire ou quoi que ce soit. C'est juste, je me fous d'être populaire ou quoi que ce soit, mais c'est simplement que si je le fais en live, c'est qu'il y a une raison. C'est aussi que j'ai envie de partager, etc., de discuter avec le chat. Et du coup, c'est vrai que, disons que mes derniers lives ont été un peu limités de ce côté-là, quoi. Ah, Petit Poulpe Dissident, c'est gentil, c'est gentil. Mais il n'y a pas de mal, hein, de toute manière, il n'y a aucune obligation à mater mes lives. Hein. Ça me fait déjà extrêmement plaisir que vous les regardiez. Et Chimaria qui a déjà la migraine avant de commencer. Ah mince, désolé. Désolé. J'espère que ça ira d'ailleurs ce soir parce que, justement, comme je le disais lors du premier live, c'est de la politique, c'est de la philosophie, donc c'est un petit peu plus lourd que les lectures que j'ai l'habitude de faire. Et c'est peut-être moins une lecture facile d'accès. C'est pour ça aussi que, justement, volontairement, je baisse mon débit de parole sur ces lives, en tout cas j'essaie, de parler plus distinctement, de parler plus posément, plus calmement. Je vais essayer également, lorsque je bafouerai pendant la lecture, de revenir au début de la phrase de manière obligatoire, entre guillemets, parce que je pense que dans un tel traité de philosophie, si on chointe un mot, si on n'oublie pas un mot, les phrases sont déjà suffisamment compliquées à appréhender et les mots ont déjà tellement tant leur importance chacun d'entre eux que je pense que c'est trop compliqué si je bafoue, etc. une phrase. Donc c'est marrant, du coup j'ai fait bafouer et bafouiller. Bref. Mais voilà, vous m'avez compris, je vais essayer d'être le plus smooth possible. Ah, vous êtes super sympa, ça fait super plaisir. Et oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est que, en soi, tout ce que je fais, surtout les lives de lecture, faut bien se mettre ça en tête, entre guillemets, c'est que les lives de lecture, si je le faisais pas en live, je le ferais de toute manière. Alors peut-être pas à ce rythme, etc., je l'avoue,
Mais lire à voix haute pour le plaisir, c'est quelque chose que je faisais déjà occasionnellement. Donc de toute manière, je le ferai. Et si je le fais en live, c'est justement dans le but de partager quelque chose, dans le but d'avoir ce contact entre guillemets humain, etc. Et de pouvoir dialoguer sur les œuvres, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Bref. Et du coup, ouais, je suis un peu d'accord avec Petit Poulpe Dissident. Rousseau, c'est pas le philosophe le plus compliqué à comprendre. Malgré tout, je pense que à la lecture orale, c'est un peu compliqué. Quand on n'a pas les mots écrits devant soi, c'est peut-être plus compliqué de percuter où sa pensée veut aller exactement. Mais bon, j'essaie. Alors, tes rediffs du contrat social vont aider des gens pendant la révision du bac, je pense, ou pendant les examens. Ah, il y a du contrat social au programme? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Moi, je l'ai lu il y a de cela quelques années et j'avais vraiment bien aimé. Il y a déjà un passage qui est mon passage préféré que je vous ai lu la dernière fois. Après, c'est vrai que, en fait, c'est pas comme une fiction. C'est-à-dire que vous n'allez pas retenir les mêmes choses. Vous n'allez pas dire ah oui, j'aime son style. Enfin, c'est pas la même chose. C'est pas la même approche. Vous allez pas vous dire ah oui, j'aime tel passage où Rousseau saute sur un livre pour éviter une liane avec un lion. Non, ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est un peu différent c'est même très différent des lives de lecture que je fais habituellement. Mais bon, c'était aussi l'occasion de tenter le coup. Et d'ailleurs, si ce format vous a plu, comment dire, sur le même exemple que j'ai suivi avec les lives de lecture de poésie, il est possible que des lectures de philosophie reviennent à nouveau, ça dépendra si vous avez apprécié ou non, et si j'ai apprécié aussi, parce que le but c'est aussi que je m'amuse à faire ces lives, entre guillemets, donc bon. Je pense que si je ne m'amusais pas à les faire, vous le ressentiriez, et les lives seraient de moins bonne qualité de toute manière. Et enfin voilà, donc si ça plaît à tout le monde, dont moi, il y a moyen qu'il y ait à nouveau ce genre de lecture, auquel cas on pourrait, enfin en tout cas de ce que j'ai à disposition dans ma bibliothèque, on pourrait s'attarder sur soit encore du Rousseau, mais bon, ce serait dommage de faire 2 fois Rousseau, je trouve, soit du Sigmund Freud, je sais pas si j'ai vraiment beaucoup plus de choses. J'ai l'Utopie de Thomas More qui est un petit peu différent parce que c'est de la philosophie sous le déguisement de la fiction. À voir. Enfin bon, bref. On en reparlera en temps voulu. Si vous avez des idées également, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et du coup, Petit Poulpe Dissident, apparemment ça te plairait, donc ça me fait plaisir. Et oui, j'ai les Confessions de Rousseau, en effet. C'est cette lecture à laquelle je pensais qu'on pourrait faire éventuellement. À voir. C'est vrai que les Confessions de Rousseau sont sympas. Après, je sais pas si... Enfin ouais, j'aime bien diversifier un maximum les lives. Donc vu que là, on fait du Rousseau maintenant, peut-être pas faire les Confessions de Rousseau dans les mois qui arrivent, quoi. Bref, je vous invite tous à vous installer, à vous détendre, à prendre à manger, à boire. On va bientôt commencer la lecture. Hop. Je vous souhaite la bonne santé à tous. Et du coup, qu'allais-je dire? Oui, dans cette intro, en général, ce que je fais dans les intros de live, c'est un peu vous parler de ce qui va arriver pour les lives, forcément. Et mes projets perso, faut savoir que là, je suis un peu en phase à vide depuis quelques jours, depuis une grosse semaine, on va dire. J'ai un peu un passage à vide et en fait, j'ai l'impression... Alors c'est paradoxal ce que je vais expliquer, mais ceux qui ressentent la même chose que moi vont très bien le comprendre. J'ai l'impression d'avoir trop de choses à faire. Et du coup, j'ai l'impression de rien faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir trop de choses à faire, d'avoir trop de domaines dans lesquels je dois m'investir, et que du coup, je ne m'investis pas assez dans aucun d'entre eux pour que ça soit concluant et satisfaisant. Donc du coup, ça me rend encore plus mal, et du coup, j'ai encore plus l'impression de ne rien faire, et ainsi de suite, alors que j'ai beaucoup à faire. Enfin bon, bref. Et qu'en soi, je fais beaucoup, mais... Vous comprenez le cercle vicieux dans lequel je suis entraîné. Donc en ce moment, c'est vrai que c'est pas la joie, pour être tout à fait franc. Mais bon, j'essaie de faire aller, j'essaie de faire tenir. Et surtout,
comme je le disais, en décembre, c'est toujours une phase de l'année un peu compliquée pour maintenir les lives, la régularité des lives, pardon. Du coup, ça ne dérogera pas à la règle cette année. En décembre, je vais très certainement être occupé pas mal de temps. Avec les fêtes de fin d'année, hein, comme d'habitude, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà, ça va être un peu compliqué pour moi d'effectuer des lives en cette fin d'année. Ce que je pensais éventuellement faire, c'est terminer la lecture de Rousseau. Donc, comme je le disais, on en a encore pour le live de ce soir, le livre 3 et le livre 4 en 2 parties. Donc, je pense qu'on en a encore pour 4 lives. Ce qui voudrait dire 4 lives tous les 3 soirs, ça voudrait dire que dans 12 jours, grosso modo, on aurait terminé les lives de Rousseau. Et je pense que, donc, à peu près dans 12 jours, si je dis pas de conneries, donc à savoir le 21 novembre 2018, je pense que ça signera, entre guillemets, la fin de saison de cette année. Et je pense que je n'effectuerai pas de lecture pendant le mois entier de décembre. Je pense que tout décembre, je vais pas faire de live de lecture parce que en fait, je vais tellement être irrégulier dans mes lives que ça me dérange. J'ai pas envie de faire des lives, surtout que j'ai envie de commencer des œuvres un peu plus grosses. C'est ce que vous avez réclamé dans les sondages sur mon Discord, et c'est aussi ce qui me fait envie. Et du coup, j'ai pas envie de commencer une œuvre grosse qui a besoin d'être suivie régulièrement, je trouve, pour être appréciée. Et puis, faire un live le 1er décembre, et puis être occupé quelques jours, une semaine, et me dire, bon bah on fait un live le 15 décembre, et puis après on en refait un le 27 décembre, enfin voilà, je trouverais ça, je sais pas, ça me dérange personnellement, puis j'ai peur même moi, personnellement, d'être moins dans la lecture si j'effectue les choses de cette manière. Donc voilà, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le cycle, entre guillemets fin de saison, avec du contrat social de Rousseau, encore 4 lives. En parallèle, je vais continuer les lives de découverte sur League of Legends. Demain, d'ailleurs, on découvre la nouvelle de Pyke et l'histoire de Pyke. Et ensuite, ce que je pensais faire, c'est limite en décembre, soit pas de live, soit de manière ponctuelle, quand j'en ai le temps, justement, se faire une petite découverte de League of Legends. Parce que ce sont des lives faciles à faire, qui ne me demandent pas de préparation, pardon. Enfin voilà, j'ai juste à lancer le live, ça va très vite. En plus, ça dure pas plus d'1 heure en général, donc je pense que ça sera le meilleur, le meilleur compromis qu'on pourra faire pour ce mois de décembre un peu chamboulé au niveau des lives. Voilà. J'y avais pas pensé avant, en fait, je vous le dis un peu comme ça me vient là. Donc il est possible que je change d'avis, mais je pense que c'est ce qui me semble le plus logique. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le partager. Voilà, je pense que ça se goupillera comme ça pour décembre. Et comme ça, je reviens début janvier avec une vraie grosse œuvre. Et là, ce sera à vous de décider, parce que pour le moment, j'ai pas de préférence. Ça sera certainement soit L'Homme qui rit de Victor Hugo, soit Crime et Châtiment de Dostoïevski, soit, c'était lequel que vous aimiez aussi sur Discord. Attendez, j'essaie de voir. Ah non, je sais plus, je retrouve plus. Mais bon, bref, je vais certainement vous donner le choix entre 3 œuvres, grosso modo. Crime et Châtiment de Dostoïevski. Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski. L'Homme qui rit de Victor Hugo. Ou La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Voilà, je pense que ce sera les 3 choix, les 3 possibilités que je vous donnerai pour la reprise de la prochaine saison, entre guillemets, avec début de lecture début janvier 2019 du coup. Voilou, alors je vous lis vite fait dans le chat. Ouais, mais c'est ça, Chiméria, et je trouve ça horrible. Enfin, en fait, je trouve ça d'autant plus horrible que selon ma philosophie de vie, je trouve ça grotesque de s'inquiéter du temps. C'est-à-dire qu'en fait, je suis partagé entre mon être profond, mes ressentis à moi et la manière dont je vois la vie, et la manière dont le système
l'oblige, parce que grosso modo on n'a pas beaucoup le choix quand même. Et du coup, c'est hyper chiant dans le sens où, enfin, je trouve que ce n'est pas vivre que de vivre en s'inquiétant du temps. Ce n'est pas vivre que de vivre en courant après le temps et en essayant de remplir ses journées au maximum avec plein de choses. Je trouve pas que ce soit vivre ça. Je trouve que c'est optimiser un programme ou enfin je sais pas, c'est pas pour moi c'est pas la même chose. Pour moi ce n'est pas profiter en tout cas. Et du coup ben, je suis en dualité mentale sans arrêt sur ces points parce que ouais ça ne rentre pas dans ma philosophie de vie et en même temps bah il faut que je fasse des choses parce que sinon bah tu t'en sors pas quoi. Bref. Mais bon, je pense que là justement la pause de décembre sera le bon rebond dont j'ai besoin pour vous revenir frais et dispo. Et voilà, ce sera bien. C'est comme quand on attend nos nouvelles saisons sur Netflix. J'avoue, la pause pour mieux revenir, ça, j'avoue, pas mal vu, Petit Poulpe Dissident. Euh, Ah, j'avoue, j'avais jamais vu la chose comme ça, mais Petit Poulpe Dissident qui nous dit « Le phénomène du lapin blanc d'Alice, on court toujours après le temps par peur d'être en retard, on ne se donne plus le temps. » Et oui, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est d'autant plus horrible que souvent quand on est dans ce mécanisme, bah justement, on perd du temps à s'inquiéter de ne plus être dans les temps. Donc c'est vraiment horrible, je trouve. Enfin bref. J'ai envie ces temps-ci de reprendre une chanson de Blink-182 qui est l'un de mes groupes favoris. Enfin, en vrai, c'est mon groupe favori. Enfin bon, bref. Ça a été un de mes groupes favoris pendant très longtemps, mais encore maintenant, je l'aime beaucoup, donc je ne sais pas, je ne fais plus de classement. Et du coup, sa chanson, enfin leur chanson, Time, où justement ils disent qu'ils n'ont pas envie de s'inquiéter d'être dans les temps. Alors les paroles font un moment. Je vois la manière dont tu te presses et dont le temps, comment dire, et le temps dirige ta vie. Et ouais, moi je veux vraiment pas ça. Bref. Je pense que cette intro a duré assez longtemps. Je vous ai pas dit tout ce que j'avais à dire, mais grosso modo, ça serait un petit peu une répétition de ce que j'ai pu vous dire en début des derniers lives, donc c'est pas grave, on en parlera une autre fois, c'est pas très important. Ce ne sont pas des choses pressantes, disons. Et du coup, sur ce, nous allons commencer la lecture de ce soir. Le livre 2 est composé de 12 chapitres. Du coup, on va faire une première lecture de 6 chapitres, une pause, puis les 6 chapitres derniers. Et puis bah je pense que je vous ai tout dit. Je reprends la table des matières pour pouvoir vous dire le titre du livre 2 parce qu'il n'est pas écrit au début du livre 2, c'est un peu bizarre. Bref. On est parti pour ce livre 2 du contrat social de Rousseau. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Chimeria Stories, bonne écoute Petit Poulpe Dissident, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure, à vue de nez je dirais dans une vingtaine, 25 minutes peut-être, pour la pause. À tout à l'heure. Livre 2, où il est traité de la législation. Chapitre 1. Que la souveraineté est inaliénable. La première et la plus importante conséquence des principes ci-devant établis est que la volonté générale peut seule diriger les forces de l'État, selon la fin de son institution, qui est le bien commun. Car si l'opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l'établissement des sociétés, c'est l'accord de ces mêmes intérêts qui l'a rendu possible. C'est ce qu'il y a de commun dans ces différents intérêts qui forment le lien social, et s'il n'y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s'accordent, nulle société ne saurait exister. Or, c'est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée. Je dis donc que la souveraineté n'étant que l'exercice de la volonté générale ne peut jamais s'aliéner, et que le souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même. Le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté. En effet, s'il n'est pas impossible qu'une volonté particulière s'accorde sur quelques points avec la volonté générale, il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant, car la volonté particulière tend par sa nature aux préférences, et la volonté générale à l'égalité.
Il est plus impossible encore qu'on ait un garant de cet accord quand même il devrait toujours exister. Ce ne serait pas un effet de l'art mais du hasard. Le souverain peut bien dire « je veux actuellement ce que veut un tel homme ou du moins ce qu'il dit vouloir », mais il ne peut pas dire « ce que cet homme voudra demain, je le voudrais encore », puisqu'il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l'avenir, et puisqu'il ne dépend d'aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de l'être qui veut. Si donc le peuple promet simplement d'obéir, il se dissout par cet acte. Il perd sa qualité de peuple. À l'instant qu'il y a un maître, il n'y a plus de souverain, et dès lors le corps politique est détruit. Ce n'est point à dire que les ordres des chefs ne puissent passer pour des volontés générales, tant que le souverain libre de s'y opposer ne le fait pas. En pareil cas, du silence universel, on doit présumer le consentement du peuple. Ceci s'expliquera plus au long. Chapitre 2. Que la souveraineté est indivisible. Par la même raison que la souveraineté est inaliénable, elle est indivisible, car la volonté est générale ou elle ne l'est pas. Elle est celle du corps du peuple, ou seulement d'une partie. Dans le premier cas, cette volonté déclarée est un acte de souveraineté et fait loi. Dans le second, ce n'est qu'une volonté particulière ou un acte de magistrature. C'est un décret, tout au plus. Mais nos politiques, ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la divisent dans son objet. Ils la divisent en force et en volonté, en puissance législative et en puissance exécutive, en droit d'impôt, de justice et de guerre, en administration intérieure et en pouvoir de traiter avec l'étranger. Tantôt ils confondent toutes ces parties, et tantôt ils les séparent. Ils font du souverain un être fantastique et formé de pièces rapportées. C'est comme s'ils composaient l'homme de plusieurs corps dont l'un aurait les yeux, l'autre des bras, l'autre des pieds, et rien de plus. Les charlatans du Japon dépaissent, dit-on, un enfant aux yeux des spectateurs, puis jetant en l'air tous ses membres l'un après l'autre, ils font retomber l'enfant vivant et tout rassembler. Tels sont à peu près les tours de gobelet de nos politiques. Après avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces on ne sait comment. Cette erreur vient de ne s'être pas fait des notions exactes de l'autorité souveraine, et d'avoir pris pour des parties de cette autorité ce qui n'en était que des émanations. Ainsi, par exemple, on a regardé l'acte de déclarer la guerre et celui de faire la paix comme des actes de souveraineté, ce qui n'est pas, puisque chacun de ces actes n'est point une loi, mais seulement une application de la loi, un acte particulier qui détermine le cas de la loi, comme on le verra clairement quand l'idée attachée au mot loi sera fixée. En suivant de même les autres divisions, on trouverait que toutes les fois qu'on croit voir la souveraineté partagée, on se trompe, que les droits qu'on prend pour des parties de cette souveraineté lui sont tous subordonnés, et supposent toujours des volontés suprêmes dont ces droits ne donnent que l'exécution. On ne saurait dire combien ce défaut d'exactitude a jeté d'obscurité sur les décisions des auteurs en matière de droit politique, quand ils ont voulu juger des droits respectifs des rois et des peuples sur les principes qu'ils avaient établis. Chacun peut voir dans les chapitres 3 et 4 du premier livre de Grotius comment ce savant homme et son traducteur Barbeyrac s'enchevêtrent sans embarras dans leurs sophismes, crainte d'en dire trop ou de n'en pas dire assez selon leur vue, et de choquer les intérêts qu'ils avaient à concilier. Grotius, réfugié en France, mécontent de sa patrie, et voulant faire sa cour à Louis XIII, à qui son livre est dédié, n'épargne rien pour dépouiller les peuples de tous leurs droits, et pour en revêtir les rois avec tout l'art possible. C'eût bien été aussi le goût de Barbeyrac, qui dédiait sa traduction au roi d'Angleterre George I. Mais malheureusement, l'expulsion de Jacques II qu'il appelle abdication le forçait à se tenir sur la réserve, à gauchir, à tergiverser pour ne pas faire de Guillaume un usurpateur. Si ces deux écrivains avaient adopté les vrais principes, toutes les difficultés étaient levées et ils eussent été toujours conséquents. Mais ils auraient tristement dit la vérité et n'auraient fait leur cour qu'au peuple. Or, la vérité ne mène point à la fortune, et le peuple ne donne ni ambassade, ni chaire, ni pension. Chapitre 3. Si la volonté générale peut errer. Il s'ensuit de ce qui précède que la volonté générale est toujours droite, étant toujours à l'utilité publique. Mais il ne s'ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours. Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c'est alors seulement qu'il paraît vouloir ce qui est mal. Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale. Celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt privé, et n'est qu'une somme de volontés particulières. Mais ôtée de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s'entredétruisent, reste pour somme des différences la volonté générale. Si,
Quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n'avaient aucune communication entre eux, du grand nombre de petites différences résulterait toujours la volonté générale, et la délibération serait toujours bonne. Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres, et particulière par rapport à l'État. On peut dire alors qu'il n'y a plus autant de votants que d'hommes, mais seulement autant que d'associations. Les différences deviennent moins nombreuses et donnent un résultat moins général. Enfin, quand une de ces associations est si grande qu'elle l'emporte sur toutes les autres, vous n'avez plus pour résultat une somme de petites différences, mais une différence unique. Alors il n'y a plus de volonté générale, et l'avis qui l'emporte n'est qu'un avis particulier. Il importe donc, pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale, qu'il n'y ait pas de société partielle dans l'État, et que chaque citoyen n'opine que d'après lui. Telle fut l'unique et sublime institution du grand Lycurgue. Que s'il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre et en prévenir l'inégalité, comme firent Solon, Numa et Servius. Ces précautions sont les seules bonnes pour que la volonté générale soit toujours éclairée et que le peuple ne se trompe point. Chapitre 4. Des bornes du pouvoir souverain. Si l'État ou la cité n'est qu'une personne morale dont la vie consiste dans l'union de ses membres, et si le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation, il lui faut une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la manière la plus convenable au tout. Comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, et c'est ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, porte, comme j'ai dit, le nom de souveraineté. Mais outre la personne publique, nous avons à considérer les personnes privées qui la composent, et dont la vie et la liberté sont naturellement indépendantes d'elle. Il s'agit donc de bien distinguer les droits respectifs des citoyens et du souverain, et les devoirs qu'ont à remplir les premiers en qualité de sujets, du droit naturel dont ils doivent jouir en qualité d'hommes. On convient que tout ce que chacun aliène par le pacte social de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c'est seulement la partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté, mais il faut convenir aussi que le souverain seul est juge de cette importance. Tous les services qu'un citoyen peut rendre à l'État, il les lui doit sitôt que le souverain les demande, mais le souverain, de son côté, ne peut charger les sujets d'aucune chaîne inutile à la communauté. Il ne peut pas même le vouloir, car sous la loi de raison rien ne se fait sans cause, non plus que sous la loi de nature. Les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu'ils sont mutuels, et leur nature est telle qu'en les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite, et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d'eux, si ce n'est parce qu'il n'y a personne qui ne s'approprie ce mot chacun, et qui ne songe à lui-même en votant pour tous? Ce qui prouve que l'égalité de droit et la notion de justice qu'elle produit dérivent de la préférence que chacun se donne, et par conséquent de la nature de l'homme, que la volonté générale, pour être vraiment telle, doit l'être dans son objet ainsi que dans son essence, qu'elle doit partir de tous pour s'appliquer à tous, et qu'elle perd sa rectitude naturelle lorsqu'elle tend à quelque objet individuel et déterminé, parce qu'alors, jugeant de ce qui nous est étranger, nous n'avons aucun vrai principe d'équité qui nous guide. En effet, sitôt qu'il s'agit d'un fait ou d'un droit particulier, sur un point qui n'a pas été réglé par une convention générale et antérieure, l'affaire devient contentieuse. C'est un procès où les particuliers intéressés sont une des parties et le public l'autre, mais où je ne vois ni la loi qu'il faut suivre ni le juge qui doit prononcer. Il serait ridicule de vouloir alors s'en rapporter à une expresse décision de la volonté générale, qui ne peut être que la conclusion de l'une des parties, et qui par conséquent n'est pour l'autre qu'une volonté étrangère, particulière, portée en cette occasion à l'injustice et sujette à l'erreur. Ainsi de même qu'une volonté particulière ne peut représenter la volonté générale à son tour change de nature ayant un objet particulier, et ne peut, comme générale, prononcer ni sur un homme, ni sur un fait. Quand le peuple d'Athènes, par exemple, nommait ou cassait ses chefs, décernait des honneurs à l'un, imposait des peines à l'autre, et par des multitudes de décrets particuliers exerçait indistinctement tous les actes du gouvernement, le peuple, alors, n'avait plus de volonté générale proprement dite. Il n'agissait plus comme souverain, mais comme magistrat. Ceci paraîtra contraire aux idées communes, mais il faut me laisser le temps d'exposer les miennes. On doit concevoir par là que ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que l'intérêt commun qui les unit, car dans cette institution, chacun se soumet nécessairement aux conditions qu'il impose aux autres.
Accord admirable de l'intérêt et de la justice qui donne aux délibérations communes un caractère d'équité, qu'on voit évanouir dans la discussion de toute affaire particulière, faute d'un intérêt commun qui unisse et identifie la règle du juge avec celle de la partie. Par quelque côté qu'on remonte au principe, on arrive toujours à la même conclusion, savoir que le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité qu'ils s'engagent tous sous les mêmes conditions et doivent jouir tous des mêmes droits. Ainsi, par la nature du pacte, tout acte de souveraineté, c'est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également tous les citoyens, en sorte que le souverain connaît seulement le corps de la nation et ne distingue aucun de ceux qui la composent. Qu'est-ce donc proprement qu'un acte de souveraineté ? Ce n'est pas une convention du supérieur avec l'inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres. Convention légitime, parce qu'elle a pour base le contrat social, équitable, parce qu'elle est commune à tous, utile, parce qu'elle ne peut avoir d'autre objet que le bien général, et solide, parce qu'elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprême. Tant que les sujets ne sont soumis qu'à de telles conventions, ils n'obéissent à personne, mais seulement à leur propre volonté. Et demander jusqu'où s'étendent les droits respectifs du souverain et des citoyens, c'est demander jusqu'à quel point ceux-ci peuvent s'engager avec eux-mêmes, chacun envers tous, et tous envers chacun d'eux. On voit par là que le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu'il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales, et que tout homme peut disposer pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens et de sa liberté par ces conventions, de sorte que le souverain n'est jamais en droit de charger un sujet plus qu'un autre, parce qu'alors, l'affaire devenant particulière, son pouvoir n'est plus compétent. Ces distinctions une fois admises, il est si faux que dans le contrat social il y ait de la part des particuliers aucune renonciation véritable, que leur situation, par l'effet de ce contrat, se trouve réellement préférable à ce qu'elle était auparavant, et qu'au lieu d'une aliénation, ils n'ont fait qu'un échange avantageux d'une manière d'être incertaine et précaire contre une autre meilleure et plus sûre, de l'indépendance naturelle contre la liberté, du pouvoir de nuire à autrui contre leur propre sûreté, et de leur force que d'autres pouvaient surmonter, contre un droit que l'union sociale rend invincible. Leur vie même qu'ils ont dévouée à l'État en est continuellement protégée, et lorsqu'ils l'exposent pour sa défense, que font-ils alors que lui rendre ce qu'ils ont reçu de lui ? Que font-ils qu'ils ne fissent plus fréquemment, et avec plus de danger dans l'état de nature, lorsque livrant des combats inévitables, ils défendraient au péril de leur vie ce qui leur sert à la conserver ? Tous ont à combattre au besoin pour la patrie, il est vrai, mais aussi nul n'a jamais à combattre pour soi. Ne gagne-t-on pas encore à courir pour ce qui est fait notre sûreté une partie des risques qu'il faudrait courir pour nous-mêmes, sitôt qu'elle nous serait ôtée ? Chapitre 5. Du droit de vie et de mort. On demande comment les particuliers n'ayant point droit de disposer de leur propre vie peuvent transmettre aux souverains ce même droit qu'ils n'ont pas. Cette question ne paraît difficile à résoudre que parce qu'elle est mal posée. Tout homme a droit de risquer sa propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que celui qui se jette par une fenêtre pour échapper à un incendie soit coupable de suicide ? A-t-on même jamais imputé ce crime à celui qui périt dans une tempête dont en s'embarquant il n'ignorait pas le danger ? Le traité social a pour fin la conservation des contractants. Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut. Or, le citoyen n'est plus juge du péril auquel la loi veut qu'il s'expose, et quand le prince lui a dit « Il est expédient à l'État que tu meurs, il doit mourir », puisque ce n'est qu'à cette condition qu'il a vécu en sûreté jusqu'alors, et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l'État. La peine de mort infligée aux criminels peut être envisagée à peu près sous le même point de vue. C'est pour n'être pas la victime d'un assassin que l'on consent à mourir si on le devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie, on ne songe qu'à la garantir, et il n'est pas à présumer qu'aucun des contractants prémédite alors de se faire pendre. D'ailleurs, tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie. Il cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'État est incompatible avec la sienne. Il faut qu'un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures, le jugement, sont les preuves et la déclaration qu'il a rompu le traité social, et par conséquent qu'il n'est plus membre de l'État. Or, comme il s'est reconnu tel, tout au moins par son séjour, il en doit être retranché par l'exil, comme infracteur du pacte, ou par la mort, comme ennemi public. Car un tel ennemi n'est pas une personne morale, c'est un homme, et c'est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu.
Mais, dira-t-on, la condamnation d'un criminel est un acte particulier. D'accord. Aussi cette condamnation n'appartient-elle point au souverain, c'est un droit qu'il peut conférer sans pouvoir l'exercer lui-même. Toutes mes idées se tiennent, mais je ne saurais les exposer toutes à la fois. Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n'y a point de méchant qu'on ne pût rendre bon à quelque chose. On a droit de faire mourir, même pour l'exemple, que celui qu'on ne peut conserver sans danger. À l'égard du droit de faire grâce, ou d'exempter un coupable de la peine portée par la loi et prononcée par le juge, il n'appartient qu'à celui qui est au-dessus du juge et de la loi, c'est-à-dire au souverain. Encore son droit en ceci n'est-il pas bien net, et les cas d'en user sont-ils très rares. Dans un État bien gouverné, il y a peu de punitions, non parce qu'on fait beaucoup de grâce, mais parce qu'il y a peu de criminels. La multitude des crimes en assure l'impunité lorsque l'État dépérit. Sous la République romaine, jamais le Sénat ni les consuls ne tentèrent de faire grâce. Le peuple même n'en faisait pas, quoiqu'il révoquât quelquefois son propre jugement. Les fréquentes grâces annoncent que bientôt les forfaits n'en auront plus besoin, et chacun voit où cela mène. Mais je sens que mon cœur murmure et retient ma plume. Laissons discuter ces questions à l'homme juste qui n'a point failli, et qui jamais n'eut lui-même besoin de grâce. Chapitre 6. De la loi. Par le pacte social, nous avons donné l'existence et la vie au corps politique. Il s'agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation. Car l'acte primitif par lequel ce corps se forme et s'unit ne détermine rien encore de ce qu'il doit faire pour se conserver. Ce qui est bien et conforme à l'ordre est tel par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source, mais si nous savions la recevoir de si haut, nous n'aurions besoin ni de gouvernement ni de loi. Sans doute il est une justice universelle émanée de la raison seule, mais cette justice, pour être admise entre nous, doit être réciproque. À considérer humainement les choses, faute de sanctions naturelles, les lois de la justice sont vaines parmi les hommes. Elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener la justice à son objet. Dans l'état de nature, où tout est commun, je ne dois rien à ceux à qui je n'ai rien promis. Je ne reconnais pour être à autrui que ce qui m'est inutile. Il n'en est pas ainsi dans l'état civil, où tous les droits sont fixés par la loi. Mais qu'est-ce donc enfin qu'une loi ? Tant qu'on se contentera de n'attacher à ce mot que des idées métaphysiques, on continuera de raisonner sans s'entendre. Et quand on aura dit ce que c'est qu'une loi de la nature, on n'en saura pas mieux ce que c'est qu'une loi de l'État. J'ai déjà dit qu'il n'y avait point de volonté générale sur un objet particulier. En effet, cet objet particulier est dans l'État ou hors de l'État. S'il est hors de l'État, une volonté qui lui est étrangère n'est point égale par rapport à lui, et si cet objet est dans l'État, il en fait partie. Alors il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés, dont la partie est l'un, et le tout, moins cette même partie, est l'autre. Mais le tout moins une partie n'est point le tout, et tant que ce rapport subsiste, il n'y a plus de tout mais deux parties inégales, d'où il suit que la volonté de l'une n'est point non plus générale par rapport à l'autre. Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même, et s'il se forme alors un rapport, c'est de l'objet entier sous un point de vue à l'objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C'est cet acte que j'appelle une loi. Quand je dis que l'objet des lois est toujours général, j'entends que la loi considère les sujets encore et les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu, ni une action particulière. Ainsi, la loi peut bien statuer qu'il y aura des privilèges, mais elle n'en peut donner nommément à personne. La loi peut faire plusieurs classes de citoyens, assigner même les qualités qui donneront droit à ces classes, mais elle ne peut nommer telles et telles pour y être admis. Elle peut établir un gouvernement royal et une succession héréditaire, mais elle ne peut élire un roi ni nommer une famille royale. En un mot, toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n'appartient point à la puissance législative. Sur cette idée, on voit à l'instant qu'il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu'elles sont des actes de la volonté générale, ni si le prince est au-dessus des lois, puisqu'il est membre de l'État, ni si la loi peut être injuste, puisque nul n'est injuste envers lui-même, ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu'elles ne sont que des registres de nos volontés. On voit encore que la loi réunissant l'universalité de la volonté et celle de l'objet, ce qu'un homme, quel qu'il puisse être, ordonne de son chef n'est point une loi. Ce qu'ordonne même le souverain sur un objet particulier n'est pas non plus une loi mais un décret, ni un acte de souveraineté mais de magistrature. J'appelle donc république
tout État régi par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être, car alors seulement l'intérêt public gouverne, et la chose publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain. J'expliquerai ci-après ce que c'est que gouvernement. Les lois ne sont proprement que les conditions de l'association civile. Le peuple soumis aux lois en doit être l'auteur. Il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la société. Mais comment les régleront-ils? Sera-ce d'un commun accord, par une inspiration subite? Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés? Qui lui donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes et les publier d'avance? Ou comment les prononcera-t-il au moment du besoin? Comment une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait d'elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu'un système de législation? De lui-même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même, il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu'ils sont, quelquefois tels qu'ils doivent lui paraître, lui montrer le bon chemin qu'elle cherche, la garantir de la séduction des volontés particulières, rapprocher à ses yeux les lieux et les temps, balancer l'attrait des avantages présents et sensibles par le danger des maux éloignés et cachés. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent, le public veut le bien qu'il ne voit pas. Tous ont également besoin de guides. Il faut obliger les uns à conformer leur volonté à leur raison. Il faut apprendre à l'autre à connaître ce qu'il veut. Alors des lumières publiques résulte l'union de l'entendement et de la volonté dans le corps social, de là l'exact concours des partis, et enfin la plus grande force du tout. Voilà d'où naît la nécessité d'un législateur. Et c'est la fin du chapitre 6, les amis. On se marque une courte pause. Et du coup, je reviens vers vous dans le chat. Et bonsoir Kedera, bienvenue, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Comment vas-tu depuis? Et merci pour le compliment, c'est très gentil. Et ouais, c'est vrai, c'est ce que je disais déjà lors du premier live. Mais Chiméria, c'est vrai que Rousseau en met plein la tronche à Grotius. Après, c'est compliqué parce que perso, Grotius, j'ai jamais rien lu de lui. Je sais même pas c'est qui. Donc vraisemblablement c'était un auteur, donc voilà, bon. Après, j'avoue que je sais pas du tout quelles étaient ses idées, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué en politique, je trouve. Enfin, en politique, en philosophie, etc. C'est d'avoir les mêmes outils, d'avoir les mêmes concepts. Et c'est vrai que... Enfin, c'est quelque chose que j'aime pas, les étiquettes et les cases, parce que du coup, ça empêche de penser. C'est-à-dire que... Enfin, pour moi, ça empêche de penser. C'est-à-dire que... je vais prendre un exemple très grand public. Si on dit de quelqu'un qu'il est gaulliste, je dis ça parce que c'est un terme qui revient très souvent en politique. Si on entend de quelqu'un qu'il est gaulliste, c'est hyper dur d'appréhender dans ce simple mot et dans la phrase où elle est prononcée tout ce que ça signifie. Parce que du coup, il faut déjà, il faut bien connaître quelle était la politique de Gaulle, etc. Il faut voir aussi à quel niveau il est gaulliste, à quel... comment dire, dans quelles appréciations il peut être considéré comme gaulliste. Donc en gros, il faut être un expert de Gaulle. Il faut avoir compris dans la phrase en quoi, quelle partie de la politique, on va dire, de Gaulle est mise en jeu. Et tout ça dans une phrase avec souvent un flot d'informations hyper important. Donc en fait, je trouve ça hyper élitiste et hyper compliqué, hyper abstrait. Et je trouve que ça empêche de penser plus loin que ça et dans son effet inverse. Je trouve ça très pervers dans le sens où non seulement ça empêche de penser pour ceux qui n'ont pas les connaissances, etc. Mais pour ceux qui ont les connaissances, ça empêche aussi de penser dans le sens où c'est faire des raccourcis gigantesques. Et ça, je trouve ça horrible parce que du coup, quand tu mets quelqu'un dans une case, quand tu
prêtes les intentions de quelqu'un, les paroles de quelqu'un, et que tu le rapportes à un courant déjà existant, à une personne, etc., etc., tu lui assignes également le lot comment dire, le lot de défauts, entre guillemets, assignés à cette personne. Comment expliquer les choses? Par exemple, quand je parle de mes idées, entre guillemets, en fait, quand je parle de ma vision de la vie, on va dire, il m'est déjà arrivé que certaines personnes me disent communiste ou hippie, etc., etc. Et en fait, ça empêche de penser dans le sens où dès qu'on me catégorise de cette, comment dire, dans cette case en fait, et bien directement le mec d'en face ne réfléchit plus mes phrases de la même manière. Il va toutes les prendre sous le biais de ce qu'il pense du communisme et de ce qu'il pense du mouvement hippie, etc., etc. Et du coup, je trouve ça hyper dangereux. Et en fait, je trouve que c'est de la fainéantise. Enfin, ouais. Je trouve que c'est de la paresse intellectuelle de ouf de mettre des gens dans les cases et et en plus, je trouve que c'est très pédant et élitiste pour rien de catégoriser les gens de cette manière absolument, etc. Parce que du coup, ça rend le débat, je trouve, totalement stérile en cela que ça braque les gens les uns contre les autres et que directement, on prête davantage d'idées à la personne concernée que les vraies idées de la personne concernée. Et bref, du coup, je trouve ça hyper dangereux. C'est comme en fait, c'est comment dire. Pour moi, ça revient, je vous en parlais, je sais plus lors de quel live, mais il y a pas longtemps, je vous en ai parlé. Pour moi, ça revient, c'était peut-être le premier live sur Rousseau. Pour moi, ça revient à refuser de débattre en disant ouais, mais de toute façon, toi, tu comprends pas. Et les gens qui finissent une conversation, qui finissent un débat, et en plus c'est horrible parce que souvent tu sens que c'est quand ils ont plus d'arguments, qui balancent un ouais mais toi tu peux pas comprendre. Et c'est insupportable parce que je trouve que c'est exactement le même cas de figure que de mettre quelqu'un dans une case. C'est dire bon en gros j'ai une flemme intellectuelle, j'ai pas envie de débattre, donc du coup j'ai une vague idée de ce que tu veux dire. C'est même pire que ça, c'est je pense avoir une vague idée de ce que tu es en train de me dire, donc du coup, pour que ce soit moins compliqué pour moi, que j'ai moins à réfléchir, et que que ça soit plus acceptable, entre guillemets, pour mon petit cerveau, hop, je vous mets dans une petite parenthèse, dans une petite case, et je vous catégorise comme le machin, le truc, le bidule, l'intello de service. Là, je prends cet exemple parce que moi, c'était ça pendant toutes mes années de cours. Comme l'intello de service, comme le machin. Parce que voilà, je généralise la chose, pardon, ce n'est pas que pour le politique. Ça peut être pour tout, en fait. Je trouve que mettre des gens dans des cases, c'est juste refuser le dialogue, en fait. Bref, je suis parti hyper loin par rapport à ce que je voulais dire à la base. Mais bon, j'espère que vous m'avez suivi. Et ouais, petit poulpe dissident, pareil, ça me rend fou quand quelqu'un dit ça sert à rien, tu peux pas comprendre. J'ai envie de dire, mais parle en fait, c'est à ça que ça sert. Genre, parle si je ne comprends pas, si tu estimes que je ne comprends pas, justement, explique-moi, je demande que ça. Ça m'énerve en vrai. Je trouve que c'est tellement, justement, c'est tellement balayé, je trouve que c'est limite méprisant en fait. C'est balayer et dire je suis trop intelligent. Enfin, je pense pas que les gens le pensent de cette manière, mais au fond, je pense que ça veut dire que le mec a tellement une haute estime de soi ou une haute estime de son opinion que du coup il dit ouais, bon, c'est bon, je sais que j'ai raison, tu peux pas comprendre. Allez, on passe à autre chose. Et je trouve ça tellement horrible. Enfin, bref. De toute façon, je vous en avais déjà parlé lors du premier live. Je trouve que c'est ce qui manque énormément, mais vraiment beaucoup aujourd'hui. C'est les gens ne discutent plus. Et justement, ça a un rapport. Alors là, c'est un coup du sort, mais je trouve que ça a un rapport à ce qu'on disait en intro du live, en partie. Alors là, c'est une remarque personnelle. Hein, encore une fois, je l'ai déjà dit dans le premier live d'ailleurs, mais pour moi, si les gens ne dialoguent plus, et pour moi, c'est un vrai problème que les gens ne dialoguent plus, ne débattent plus, ne discutent plus sainement. Parce qu'il y a des débats, mais forcément houleux, forcément véhéments, etc. Bref.
si tout cela ne fonctionne plus sainement, c'est justement pour moi lié au fait qu'on n'ait plus le temps et que dans notre société moderne, eh ben, il faut être performant, il faut faire des choses non-stop, il faut être efficace. Sauf que l'efficacité, en fait, un peu comme ce que je disais en intro, où pour moi, remplir son temps, c'est pas vivre, c'est pas profiter, c'est optimiser. C'est optimiser un programme, voilà, c'est les mots que j'ai employés dans l'intro, c'est important. Et bah de la même manière, faire tous ces raccourcis, etc., de cases, etc., c'est... ce n'est pas débattre, ce n'est pas dialoguer, ce n'est pas pousser la pensée et le sujet à sa quintessence, à sa substantifique moelle, pour reparler de Gargantua, mais juste... en fait, c'est aller vite, entre guillemets, et se précipiter, limite. C'est s'optimiser pour un programme. Et du coup, pour moi, si on s'optimise pour un programme, c'est qu'on est programmé. Si on est programmé, c'est qu'on réfléchit pas. Si on réfléchit pas, bref. Vous voyez où je veux en venir. Pour moi, c'est de la fainéantise. C'est de la bêtise, entre guillemets. D'ailleurs, ça me fait penser que du coup, là, dans les chapitres qu'on vient de lire de Rousseau, alors je sais qu'ils étaient un peu ardus, Chimérien, je vois que t'as encore mal à la tête, etc. Mais c'est vrai qu'ils étaient un peu ardus, je trouve, pas évident, on va dire, les chapitres qu'on vient de lire. Mais en tout cas, ce qui ressort beaucoup, je trouve, des chapitres qu'on vient de lire, c'est une chose que je trouve très vraie, qui est que, en fait, ce qui conduit souvent aux erreurs, aux fautes, etc., c'est la non-connaissance. Alors, c'est pas dit dans le texte explicitement que la flemme amène à cela, etc. Mais, en tout cas, je trouve ce qui est dit en filigrane, c'est que la non-connaissance peut mener à des erreurs, etc., etc. Et que... Après, c'est compliqué, en fait, dans le sens où je trouve que Rousseau, en tout cas dans les chapitres qu'on vient de lire, je trouve qu'il se voile un peu la face, dans le sens où si son système était tel qu'il était décrit, parfaitement rempli, parfaitement... Comment dire, parfaitement respecté, je pense que oui, ça ferait une bonne base d'une bonne société, etc., etc. Sauf qu'il y a toujours des gens qui ne respectent pas, donc, de par là même, le système n'est plus viable. Et en fait, c'est là où c'est hyper compliqué. Ça me fait penser à une citation, alors je ne sais plus d'où elle vient, je crois que je l'avais vue sur internet plusieurs fois, mais j'ai perdu la source. Je me demande d'ailleurs si c'était pas d'une personne inconnue. Mais il y a une citation qui était à peu près de l'ordre de... Les gens de bien n'ont pas besoin de loi pour faire le bien. Les gens de mal passent au-dessus des lois. Grosso modo pour dire que les lois ne servent à rien. Enfin, alors je ne sais pas... Ah oui, non, c'était par rapport à la morale. Alors, enfin, oui, c'était à peu près la même chose, mais c'était par rapport à la morale. Enfin bon, bref. Vous avez à peu près compris l'idée, je pense. Et moi, je suis assez d'accord avec cette phrase-là, dans le sens où... Alors, on m'avait répondu, quand j'avais mis cette phrase sur Facebook, il y a longtemps, sur ma page perso, on m'avait répondu oui, mais la morale est différente selon la population, tu peux pas dire qu'une chose est bien ou une chose est mauvaise, ça dépend de la culture, ça dépend du peuple, etc., etc. Ouais, je suis d'accord, mais il y a quand même des choses fondamentales, juste du ressenti, ou même de la... Comment dire? J'ai pas envie de dire du droit naturel, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais... Il y a certaines règles très simples, je trouve, qui sont évidentes. Je veux dire... C'est comme dans la nature, c'est comme dans la nature, les fleurs, les baies avec du poison sont de couleur très vive pour que les oiseaux ne les mangent pas. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bon, bref, c'est un signe.
volontairement, enfin volontairement, genre, c'est la nature est bien faite, entre guillemets. Donc voilà, c'est le fruit et d'une couleur vive, etc., pour pas qu'on le mange parce que c'est du poison, etc., etc. Et je pense qu'il y a des trucs comme ça, je veux dire, dans le sens... je prends un exemple vraiment full con, ok? Tu donnes un punch dans la tronche à quelqu'un, donc tu donnes un coup de poing à quelqu'un, il a mal. Tu te prends un coup de poing, tu as mal. Et juste de par ce signal vraiment naturel, enfin c'est une sensation, c'est un signal corporel physique, directement tu comprends que t'as pas envie d'avoir mal. Et du coup, si tu suis la logique, tu peux déjà avoir une moralité naturelle, entre guillemets, qui se base là-dessus. Dans le sens, ah bah, j'aime pas avoir mal, donc je ne veux pas avoir mal. Enfin voilà, vous comprenez un peu l'exemple que je veux dire, je pense. Et du coup, je trouve que la citation est bonne. Elle est peut-être limitée, certes, par les cultures différentes, par les peuples différents, etc. Et elle peut peut-être pas s'appliquer à tout. C'est souvent comme ça de toute manière avec les citations, et c'est comme ça. Alors, en philosophie et en politique, c'est pour ça que je trouve ça très compliqué aussi, les cases, etc. C'est que pour moi, il n'y a que des cas particuliers, et du coup, faire des généralités, c'est effacer une partie de la réalité. Mais je trouve que ce truc-là, globalement, peut s'appliquer sur pas mal de choses. Les gens de bien n'ont pas besoin des lois pour faire le bien. Et les gens mauvais, entre guillemets, passent au-dessus des lois. Donc, les lois ne servent à rien, avec des énormes guillemets. Énormes guillemets de partout, parce que là, je sens 100% qu'on va me dire « Ah oui, d'accord, t'es anarchiste. » Bref. Et d'ailleurs, si vous me dites ça après ce que je viens de dire, vous ne savez pas ce qu'est l'anarchisme. Mais bon, bref. Justement, c'est le petit moment pour moi pour faire une petite virgule. Repréciser, je l'ai précisé dans le premier live, je l'ai pas précisé aujourd'hui. Je reprécise que ce que je lis dans l'œuvre du contrat social de Rousseau sont les avis, les opinions, les réflexions de Rousseau, que je ne les embrasse pas toutes, que je ne suis pas 100% d'accord avec ce qu'il dit, que ses pensées, ses opinions, etc. ne sont pas les miennes. C'est pas pour ça que on n'a pas le droit de s'y intéresser et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, etc. etc. Et puis, ouais, de réfléchir et de débattre là-dessus. De la même manière, ce que je vous dis là pendant les pauses, c'est des trucs que je sors comme ça en parlant avec vous. Alors, pas au pif, ça c'est entre guillemets le résultat de certains cheminements et de certaines réflexions que j'ai eues dans ma vie, etc., etc. Mais justement, comme je le disais, comme je l'avais écrit pour des paroles de chansons, s'il vous plaît, ne me casez pas la gueule. Donc s'il vous plaît, ne me mettez pas dans une case. Et juste pour tout ce que je viens de vous dire, ne vous dites pas « Ah d'accord, il est comme ça, il est comme ça ». Parce que s'il vous plaît, si vous avez compris, pour qu'on puisse dialoguer, partager, etc., c'est pas ce qu'il faut faire. Alors, petit poulpe dissident, c'est un peu comme ça que fonctionnent certains animaux. Tu évites ton prédateur ou ce qui est dangereux, comme ça te fait du mal. Et au contraire, par exemple, dans le cas du dressage basé sur les récompenses avec les chiens, ils sont heureux comme on est heureux, donc ils recommencent un tour. Je suis assez d'accord avec toi, petit poulpe dissident. En fait... Pardon, j'avais besoin de m'humecter. En fait, je trouve que, bien souvent... Les choses qui sont bien, on le sait. Les choses qui sont mal, on le sait. Enfin, je veux dire, on le sent. Enfin, après, je sais pas. Hein, peut-être que je me trompe totalement. Et après, il y a des gens, mais bon, là, c'est une catégorie spécifique entre guillemets. Mais il y a des gens qui ne ressentent pas du tout et qui n'ont pas du tout cette conscience du bien, du mal, etc. Je pense aussi que, justement, ce qu'on disait, ça dépend des coutumes, ça dépend de la culture, ça dépend du peuple. Donc c'est très compliqué de parler de tous ces sujets. Comment dire, c'est encore une fois, il y a trop de cas particuliers, mais en vrai, enfin, je sais pas. Après, peut-être que je me fourvoie et peut-être que moi aussi je suis un idéaliste parce que aussi l'un des adjectifs qu'on m'a souvent assigné, c'est utopiste. Et mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à me dire
que des gens qui font le mal ne le savent pas. J'ai du mal à me dire que les gens... En fait, pour moi c'est simple. Si tu fais du mal, soit quelque part t'en as un peu conscience que tu fais un truc pas bien, soit t'en as pas conscience du tout, et alors là pour moi c'est même pas forcément de ta faute. Alors là je parle pas des cas particuliers, etc. Attention. Mais pour moi c'est pas spécialement de ta faute, en tout cas pas particulièrement. C'est soit parce que t'as pas été assez curieux, etc. Du coup c'est un petit peu de ta faute, mais voilà, soit disons parce que t'as été feignant justement intellectuellement, soit parce que t'as pas reçu l'éducation, etc. Parce que je pense que clairement l'éducation de la jeunesse très jeune nous donne vachement ces indicateurs par la suite. Je veux dire, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, on n'a pas du tout les mêmes limites aussi, on n'a pas du tout les mêmes appréciations de ce qui est bien ou non selon comment on a été élevé. Je dis n'importe quoi, je sais pas moi. Je dis n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, ok. Un mec qui a été forcé à faire du sport jusqu'à vraiment avoir super mal, etc. Et que c'est une torture pour lui dans sa jeunesse, etc. Bah peut-être que plus tard il va se dire ah bah le sport c'est horrible, c'est mal, etc. Alors qu'en vérité le sport c'est très bien pour la santé. Mais voilà, je veux dire là je prends des exemples à la con, mais c'est juste pour schématiser exactement ce que je suis en train de dire, quoi. Donc ouais, de toute façon c'est beaucoup de sujets très complexes et comme je le dis c'est beaucoup de cas particuliers, donc c'est compliqué d'aller au bout de ces cas parce que justement ça dépend tellement. Mais bref. Voilà un petit peu tout ce que m'a inspiré ce qu'on vient de lire. J'ai l'impression de m'être un peu éloigné quand même, mais bon. En même temps c'est cool je trouve que les textes que le texte qu'on est en train de lire du contrat social nous permette de pousser la réflexion un petit peu et de débattre entre nous. Donc c'est cool. Ceci dit, ça fait quand même pas mal de temps que je suis en pause. Je crois qu'on va continuer, qu'on va poursuivre. Je change le titre du live. Faudrait limite faire des lives débat, nous dit Petit Poulpe Dissident. Alors, en vrai de vrai, je serais pas contre. En vrai, je serais pas contre, mais disons que j'ai très peur de dire des conneries en fait. Dans le sens où je pense pas être trop con. Je pense pas être trop con sans vouloir non plus dire que je suis très intelligent, mais je pense pas être trop con. Mais c'est vrai que on connaît pas tout sur tout entre guillemets. Et pour moi c'est pas une raison en même temps. Pour moi c'est pas parce qu'on connaît pas tout. Pour moi c'est pas parce qu'on n'est pas expert d'un sujet qu'on n'a pas le droit de l'apprécier, d'en parler, etc. Mais c'est vrai que je me sens pas hyper légitime. Je me sens pas hyper légitime à faire ce genre de choses. Surtout que j'aurais pas d'idée Enfin, en fait, j'aurais pas de sujet à disposition, entre guillemets, dans le sens où, pour moi, la discussion, le dialogue, les débats, entre guillemets, c'est plus un mode de vie, entre guillemets, finalement. Enfin, c'est plus une manière de penser les choses. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose que je vais faire naturellement sur tout. C'est-à-dire que... après le live, je vais aller jouer avec des potes à League of Legends et on va débattre sur la politique des développeurs, sur comment le jeu est fait et ainsi de suite. Enfin, bref. Je développe mon jeu de société en ce moment, je vais débattre de comment sont faits les jeux de société en ce moment, quel jeu de société remplit quelle fonction, etc. Enfin bon bref. Donc je trouve que c'est un peu compliqué en vrai. Je sais pas, pour être franc, ça ne me botte pas plus que ça. Je trouve que ça pourrait être intéressant, mais je me sens pas personnellement de faire ça. Enfin bref. Voili voilou. Sur ce les amis, on va poursuivre la lecture parce que là la pause dure vraiment longtemps. Bon tant pis, c'est spécial, mais ces lives de philosophie politique sont un peu spéciales de toute manière. Nous sommes partis pour les 6 prochains chapitres.
Donc chapitre 7 à 12. Et on aura terminé le livre 2. Ça nous mènera donc à l'outro du live de ce soir. Encore une fois, d'ici je pense 25-30 minutes, on se retrouve dans le chat. Bonne écoute à tous, bonne écoute Petit Poulpe Dissident, bonne écoute Chimeria Story, bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Que de Rats, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro. Chapitre 7. Du législateur. Pour découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence supérieure, qui vit toutes les passions des hommes et qui n'en éprouvât aucune, qui n'eut aucun rapport avec notre nature et qui la connût à fond, dont le bonheur fut indépendant de nous et qui pourtant voulut bien s'occuper d'une autre, enfin qui, dans le progrès des temps se ménageant une gloire éloignée, put travailler dans un siècle et jouir dans un autre. Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes. Le même raisonnement que faisait Caligula quant aux faits, Platon le faisait quant au droit pour définir l'homme civil ou royal qu'il cherche dans son livre du règne. Mais s'il est vrai qu'un grand prince est un homme rare, que sera-ce d'un grand législateur? Le premier n'a qu'à suivre le modèle que l'autre doit proposer. Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là n'est que l'ouvrier qui la monte et la fait marcher. Dans la naissance des sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des républiques qui font l'institution, et c'est ensuite l'institution qui forme les chefs des républiques. Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être, d'altérer la constitution de l'homme pour la renforcer, de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu'il ôte à l'homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères. Il faut, en un mot, qu'il ôte à l'homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères et dont il ne puisse faire usage sans le secours d'autrui. Plus ses forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes et durables. Plus aussi l'institution est solide et parfaite. En sorte que si chaque citoyen n'est rien, ne peut rien, que par tous les autres et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu'elle puisse atteindre. Le législateur est à tous égards un homme extraordinaire dans l'État. S'il doit l'être par son génie, il ne l'est pas moins par son emploi. Ce n'est point magistrature, ce n'est point souveraineté. Cet emploi, qui constitue la République, n'entre point dans sa constitution. C'est une fonction particulière et supérieure qui n'a rien de commun avec l'empire humain. Car si celui qui commande aux hommes ne doit pas commander aux lois, celui qui commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes. Autrement, ces lois, ministres de ses passions, ne feraient souvent que perpétuer ses injustices, et jamais il ne pourrait éviter que des vues particulières n'altérassent la sainteté de son ouvrage. Quand Lycurgue donna des lois à sa patrie, il commença par abdiquer la royauté. C'était la coutume de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers l'établissement des leurs. Les républiques modernes de l'Italie imitèrent souvent cet usage. Celle de Genève en fit autant, et s'en trouva bien. Rome, dans son plus bel âge, vit renaître en son sein tous les crimes de la tyrannie, et se vit prête à périr pour avoir réuni sur les mêmes têtes l'autorité législative et le pouvoir souverain. Cependant, les décemvirs, eux-mêmes ne s'arrogèrent jamais le droit de faire passer aucune loi de leur seule autorité. Rien de ce que nous vous proposons, disait-il au peuple, ne peut passer en loi sans votre consentement. Romains, soyez vous-même les auteurs des lois qui doivent faire votre bonheur. Celui qui rédige les lois n'a donc ou ne doit avoir aucun droit législatif, et le peuple même ne peut, quand il le voudrait, se dépouiller de ce droit incommunicable. Parce que selon le pacte fondamental, il n'y a que la volonté générale qui oblige les particuliers, et qu'on ne peut jamais s'assurer qu'une volonté particulière est conforme à la volonté générale qu'après l'avoir soumise au suffrage libre du peuple. J'ai déjà dit cela, mais il n'est pas inutile de le répéter. Ainsi l'on trouve à la fois dans l'ouvrage de la législation deux choses qui semblent incompatibles, une entreprise au-dessus de la force humaine, et pour l'exécuter, une autorité qui n'est rien. Autre difficulté qui mérite attention. Les sages qui veulent parler au vulgaire leur langage au lieu du sien n'en sauraient être entendus. Or, il y a 1000 sortes d'idées qu'il est impossible de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop générales et les objets trop éloignés sont également hors de sa portée,
Chaque individu ne goûtant d'autres plans de gouvernement que celui qui se rapporte à son intérêt particulier, aperçoit difficilement les avantages qu'il doit retirer des privations continuelles qu'imposent les bonnes lois. Pour qu'un peuple naissant pût goûter les saines maximes de la politique et suivre les règles fondamentales de la raison d'État, il faudrait que les faits pût devenir la cause, que l'esprit social qui doit être l'ouvrage de l'institution présidât à l'institution même, et que les hommes fussent avant les lois ce qu'ils doivent devenir par elles. Ainsi donc, le législateur, ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c'est une nécessité qu'il recourt à une autorité d'un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre. Voilà ce qui força de tout temps les pères des nations de recourir à l'intervention du ciel et d'honorer les dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples, soumis aux lois de l'État comme à celles de la nature, et reconnaissant le même pouvoir dans la formation de l'homme et dans celle de la cité, obéissent avec liberté et portassent docilement le joug de la félicité publique. Cette raison sublime, qui s'élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires, est celle dont le législateur met les décisions dans la bouche des immortels, pour entraîner par l'autorité divine ce que ne pourrait ébranler la prudence humaine. Mais il n'appartient pas à tout homme de faire parler les dieux, ni d'en être cru quand ils s'annoncent pour être leur interprète. La grande âme du législateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission. Tout homme peut graver des tables de pierre, ou acheter un oracle, ou feindre un secret commerce avec quelque divinité, ou dresser un oiseau pour lui parler à l'oreille, ou trouver d'autres moyens grossiers d'en imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra même assembler par hasard une troupe d'insensés, mais il ne fondera jamais un empire, et son extravagant ouvrage périra bientôt avec lui. De vains prestiges forment un lien passager, il n'y a que la sagesse qui le rende durable. La loi judaïque, toujours subsistante, celle de l'enfant d'Ismaël qui depuis 10 siècles régit la moitié du monde, annonce encore aujourd'hui les grands hommes qui les ont dictés, et tandis que l'orgueilleuse philosophie ou l'aveugle esprit de parti ne voit en eux que d'heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions ce grand et puissant génie qui préside aux établissements durables. Il ne faut pas de tout ceci conclure avec Warburton que la politique et la religion est parmi nous un objet commun, mais que dans l'origine des nations, l'une sert d'instrument à l'autre. Chapitre 8. Du peuple. Comme avant d'élever un grand édifice, l'architecte observe et sonde le sol, pour voir s'il en peut soutenir le poids. Le sage instituteur ne commence pas par rédiger de bonnes lois en elles-mêmes, mais il examine auparavant si le peuple auquel il les destine est propre à les supporter. C'est pour cela que Platon refusa de donner des lois aux Arcadiens et aux Cyréniens, sachant que ces deux peuples étaient riches et ne pouvaient souffrir l'égalité. C'est pour cela qu'on vit en Crète de bonnes lois et de méchants hommes, parce que Minos n'avait discipliné qu'un peuple chargé de vices. 1000 nations ont brillé sur la terre qui n'auraient jamais pu souffrir de bonnes lois, et celles mêmes qui l'auraient pu n'ont eu dans toute leur durée qu'un temps fort court pour cela. Les peuples ainsi que les hommes ne sont dociles que dans leur jeunesse, ils deviennent incorrigibles en vieillissant. Quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés enracinés, c'est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer. Le peuple ne peut pas même souffrir qu'on touche à ses maux pour les détruire, semblable à ces malades stupides et sans courage qui frémissent à l'aspect du médecin. Ce n'est pas que, comme quelques maladies bouleversent la tête des hommes et leur ôtent le souvenir du passé, il ne se trouve quelquefois dans la durée des États des époques violentes, où les révolutions font sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus, où l'horreur du passé tient un lieu d'oubli, et où l'État, embrasé par les guerres civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre, et reprend la vigueur de la jeunesse, en sortant des bras de la mort. Tel fut Sparte au temps de Lycurgue, tel fut Rome après les Tarquins, et tels ont été parmi nous la Hollande et la Suisse après l'expulsion des tyrans. Mais ces événements sont rares. Ce sont des exceptions dont la raison se trouve toujours dans la constitution particulière de l'État accepté. Elle ne saurait même avoir lieu 2 fois pour le même peuple, car il peut se rendre libre tant qu'il n'est que barbare, mais il ne le peut plus quand le ressort civil est usé. Alors les troubles peuvent le détruire sans que les révolutions puissent le rétablir, et sitôt que ses fers sont brisés, il tombe épars et n'existe plus. Il lui faut désormais un maître, et non pas un libérateur. Peuple libre, souvenez-vous de cette maxime. On peut acquérir la liberté, mais on ne la recouvre jamais. Il est pour les nations comme pour les hommes un temps de maturité qu'il faut attendre avant de les soumettre à des lois. Mais la maturité d'un peuple n'est pas toujours facile à connaître, et si on la prévient, l'ouvrage est manqué. Tel peuple est disciplinable en naissant, tel autre ne l'est pas au bout de 10 siècles. Les Russes ne seront jamais vraiment policés, parce qu'ils l'ont été trop tôt.
Pierre avait le génie imitatif, il n'avait pas le vrai génie, celui qui crée et fait tout de rien. Quelques-unes des choses qu'il fit étaient bien, la plupart étaient déplacées. Il a vu que son peuple était barbare, il n'a point vu qu'il n'était pas mûr pour la police. Il l'a voulu civiliser quand il ne fallait que la guérir. Il a d'abord voulu faire des Allemands des Anglais, quand il fallait commencer par faire des Russes. Il a empêché ses sujets de jamais devenir ce qu'ils pourraient être, en leur persuadant qu'ils étaient ce qu'ils ne sont pas. C'est ainsi qu'un précepteur français forme son élève pour briller au moment de son enfance, et puis n'être jamais rien. L'Empire de Russie voudra subjuguer l'Europe, et sera subjugué lui-même. Les Tartares, ses sujets ou ses voisins, deviendront ses maîtres et les nôtres. Cette révolution me paraît infaillible. Tous les rois de l'Europe travaillent de concert à l'accélérer. Chapitre 9. Suite. Comme la nature a donné des termes à la stature d'un homme bien conformé, passé lesquels elle ne fait plus que des géants ou des nains, il y a de même, eu égard à la meilleure constitution d'un État, des bornes à l'étendue qu'il peut avoir, afin qu'il ne soit ni trop grand, pour pouvoir être bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-même. Il y a dans tout corps politique un maximum de force qu'il ne saurait passer, et duquel souvent il s'éloigne à force de s'agrandir. Plus le lien social s'étend, plus il se relâche, et en général un petit État est proportionnellement plus fort qu'un grand. Mille raisons démontrent cette maxime. Premièrement, l'administration devient plus pénible dans les grandes distances, comme un poids devient plus lourd au bout d'un plus grand levier. Elle devient aussi plus onéreuse à mesure que les degrés se multiplient. Car chaque ville a d'abord la sienne que le peuple paye, chaque district la sienne encore payée par le peuple. Ensuite, chaque province, puis les grands gouvernements, les satrapies, les vice-royautés qu'il faut toujours payer plus cher à mesure qu'on monte, et toujours aux dépens du malheureux peuple. Enfin vient l'administration suprême qui écrase tout. Tant de surcharges épuisent continuellement les sujets. Loin d'être mieux gouvernés par tous ces différents ordres, ils le sont moins bien que s'il n'y en avait qu'un seul au-dessus d'eux. Cependant, à peine reste-t-il des ressources pour les cas extraordinaires, et quand il faut recourir l'État est toujours à la veille de sa ruine. Ce n'est pas tout. Non seulement le gouvernement a moins de vigueur et de célérité pour faire observer les lois, empêcher les vexations, corriger les abus, prévenir les entreprises séditieuses qui peuvent se faire dans des lieux éloignés, mais le peuple a moins d'affection pour ses chefs qu'il ne voit jamais, pour la patrie qui a ses yeux comme le monde, et pour ses concitoyens dont la plupart lui sont étrangers. Les mêmes lois ne peuvent convenir à tant de provinces diverses qui ont des mœurs différentes, qui vivent sous des climats opposés, et qui ne peuvent souffrir la même forme de gouvernement. Des lois différentes n'engendrent que troubles et confusion parmi des peuples qui, vivant sous les mêmes chefs et dans une communication continuelle, passent ou se marient les uns chez les autres, et, soumis à d'autres coutumes, ne savent jamais si leur patrimoine est bien à eux. Les talents sont enfuis, les vertus ignorées, les vices impunis, dans cette multitude d'hommes inconnus les uns aux autres, que le siège de l'administration suprême rassemble dans un même lieu. Les chefs accablés d'affaires ne voient rien par eux-mêmes, des commis gouvernent l'État. Enfin, les mesures qu'il faut prendre pour maintenir l'autorité générale, à laquelle tant d'officiers éloignés veulent se soustraire ou en imposer, absorbent tous les soins publics. Il n'en reste plus pour le bonheur du peuple. À peine en reste-t-il pour sa défense au besoin. Et c'est ainsi qu'un corps trop grand pour sa constitution s'affaisse et périt écrasé sous son propre poids. D'un autre côté, l'État doit se donner une certaine base pour avoir de la solidité, pour résister aux secousses qu'il ne manquera pas d'éprouver et aux efforts qu'il sera contraint de faire pour se soutenir. Car tous les peuples ont une espèce de force centrifuge, par laquelle ils agissent continuellement les uns contre les autres et tendent à s'agrandir aux dépens de leurs voisins, comme les tourbillons de Descartes. Ainsi, les faibles risquent d'être bientôt engloutis, et nul ne peut guère se conserver qu'en se mettant avec tous dans une espèce d'équilibre qui rende la compression partout à peu près égale. On voit par là qu'il y a des raisons de s'étendre et des raisons de se resserrer, et ce n'est pas le moindre talent du politique de trouver, entre les unes et les autres, la proportion la plus avantageuse à la conservation de l'État. On peut dire en général que les premières, n'étant qu'extérieures et relatives, doivent être subordonnées aux autres, qui sont internes et absolues. Une saine et forte constitution est la première chose qu'il faut rechercher. Et l'on doit plus compter sur la vigueur qui naît d'un bon gouvernement que sur les ressources que fournit un grand territoire. Au reste, on a vu des États tellement constitués que la nécessité des conquêtes entrait dans leur constitution même, et que, pour se maintenir, ils étaient forcés de s'agrandir sans cesse. Peut-être se félicitaient-ils beaucoup de cette heureuse nécessité qui leur montrait pourtant, avec le terme de leur grandeur, l'inévitable moment de leur chute. Chapitre 10. Suite.
On peut mesurer un corps politique de deux manières. Savoir par l'étendue du territoire et par le nombre du peuple. Et il y a entre l'une et l'autre de ces mesures un rapport convenable pour donner à l'État sa véritable grandeur. Ce sont les hommes qui font l'État, et c'est le terrain qui nourrit les hommes. Ce rapport est donc que la terre suffise à l'entretien de ses habitants, et qu'il y ait autant d'habitants que la terre en peut nourrir. C'est dans cette proportion que se trouve le maximum de force d'un nombre donné de peuples. Car s'il y a du terrain de trop, la garde en est onéreuse, la culture insuffisante, le produit superflu. C'est la cause prochaine des guerres défensives. S'il n'y en a pas assez, l'État se trouve pour le supplément à la discrétion de ses voisins, c'est la cause prochaine des guerres offensives. Tout peuple qui n'a par sa position que l'alternative entre le commerce ou la guerre est faible en lui-même. Il dépend de ses voisins, il dépend des événements. Il n'a jamais qu'une existence incertaine et courte. Il subjugue et change de situation, où il est subjugué et n'est rien. Il ne peut se conserver libre qu'à force de petitesse ou de grandeur. On ne peut donner en calcul un rapport fixe entre l'étendue de terre et le nombre d'hommes qui se suffisent l'un à l'autre. Tant à cause des différences qui se trouvent dans les qualités du terrain, dans ses degrés de fertilité, dans la nature de ses productions, dans l'influence des climats, que de celles qu'on remarque dans les températures des hommes qui les habitent, dont les uns consomment peu dans un pays fertile, les autres beaucoup sur un sol ingrat. Il faut encore avoir égard à la plus grande ou moindre fécondité des femmes, à ce que le pays peut avoir de plus ou moins favorable à la population, à la quantité dont le législateur peut espérer d'y concourir par ses établissements. De sorte qu'il ne doit pas fonder son jugement sur ce qu'il voit, mais sur ce qu'il prévoit, ni s'arrêter autant à l'état actuel de la population qu'à celui où elle doit naturellement parvenir. Quand il y a 1000 occasions où les accidents particuliers du lieu exigent ou permettent qu'on embrasse plus de terrain qu'il ne paraît nécessaire. Ainsi, l'on s'étendra beaucoup dans un pays de montagne où les productions naturelles, savoir les bois, les pâturages, demandent moins de travail, où l'expérience apprend que les femmes sont plus fécondes que dans les plaines, et où un grand sol incliné ne donne qu'une petite base horizontale, la seule qu'il faut compter pour la végétation. Au contraire, on peut se resserrer au bord de la mer, même dans des rochers et des sables presque stériles, parce que la pêche y peut suppléer en grande partie aux productions de la terre, que les hommes doivent être plus rassemblés pour repousser les pirates, et qu'on a d'ailleurs plus de facilité pour délivrer le pays par les colonies des habitants dont il est surchargé. À ces conditions pour instituer un peuple, il en faut ajouter une qui ne peut suppléer à nulle autre, mais sans laquelle elles sont toutes inutiles. C'est qu'on jouisse de l'abondance et de la paix, car le temps où s'ordonne un État est comme celui où se forme un bataillon, l'instant où le corps est le moins capable de résistance et le plus facile à détruire. On résisterait mieux dans un désordre absolu que dans un moment de fermentation, où chacun s'occupe de son rang et non du péril. Qu'une guerre, une famine, une sédition surviennent en ce temps de crise, l'État est infailliblement renversé. Ce n'est pas qu'il n'y ait beaucoup de gouvernements établis durant ces orages, mais alors ce sont des gouvernements même qui détruisent l'État. Les usurpateurs amènent ou choisissent toujours ces temps de trouble pour faire passer, à la faveur de l'effroi public, des lois destructives que le peuple n'adopterait jamais de sang-froid. Le choix du moment de l'institution est un des caractères les plus sûrs par lesquels on peut distinguer l'œuvre du législateur d'avec celle du tyran. Quel peuple est donc propre à la législation? Celui qui, se trouvant déjà lié par quelque union d'origine, d'intérêt ou de convention, n'a point encore porté le vrai joug des lois. Celui qui n'a ni coutume ni superstition bien enracinées, celui qui ne craint pas d'être accablé par une invasion subite, qui, sans entrer dans les querelles de ses voisins, peut résister seul à chacun d'eux, ou céder de l'un pour repousser l'autre, celui dont chaque membre peut être connu de tous, et où l'on n'est point forcé de charger un homme d'un plus grand fardeau qu'un homme ne peut porter, celui qui peut se passer des autres peuples et dont tout autre peuple peut se passer, celui qui n'est ni riche ni pauvre et peut se suffire à lui-même. Enfin, celui qui réunit la consistance d'un ancien peuple avec la docilité d'un peuple nouveau. Ce qui rend pénible l'ouvrage de la législation est moins ce qu'il faut établir que ce qu'il faut détruire. Et ce qui rend le succès si rare, c'est l'impossibilité de trouver la simplicité de la nature jointe aux besoins de la société. Toutes ces conditions, il est vrai, se trouvent difficilement rassemblées. Aussi voit-on peu d'États bien constitués. Il est encore en Europe un pays capable de législation. C'est l'île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrir et défendre sa liberté mériterait bien que quelque homme sage lui apprît à la conserver. J'ai quelques pressentiments qu'un jour, cette petite île étonnera l'Europe. Chapitre 11. Des divers systèmes de législation. Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation,
On trouvera qu'il se réduit à ces deux objets principaux, la liberté et l'égalité. La liberté parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l'État. L'égalité parce que la liberté ne peut subsister sans elle. J'ai déjà dit ce que c'est que la liberté civile. À l'égard de l'égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes, mais que, quant à la puissance, elle soit au-dessous de toute violence et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et des lois, et quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Ce qui suppose du côté des grands modération de biens et de crédit, et du côté des petits, modération d'avarice et de convoitise. Cette égalité, disent-ils, est une chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais si l'abus est inévitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins les régler? Le régler? C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. Mais ces objets généraux de toute bonne institution doivent être modifiés en chaque pays par les rapports qui naissent, tant de la situation locale que du caractère des habitants, et c'est sur ces rapports qu'il faut assigner à chaque peuple un système particulier d'institution, qui soit le meilleur, non peut-être en lui-même, mais pour l'État auquel il est destiné. Par exemple, le sol est-il ingrat et stérile, ou le pays trop serré pour les habitants? Tournez-vous du côté de l'industrie et des arts, dont vous échangerez les productions contre les denrées qui vous manquent. Au contraire, occupez-vous de riches plaines et des coteaux fertiles. Dans un bon terrain, manquez-vous d'habitants. Donnez tous vos soins à l'agriculture qui multiplie les hommes, et chassez les arts qui ne feraient qu'achever de dépeupler le pays, en attroupant sur quelques points du territoire le peu d'habitants qu'il a. Occupez-vous des rivages étendus et commodes. Couvrez la mer de vaisseaux, cultivez le commerce et la navigation. Vous aurez une existence brillante et courte. La mer ne baigne-t-elle sur vos côtes que des rochers presque inaccessibles? Restez barbares et ichthyophages, vous en vivrez plus tranquille, meilleur peut-être, et sûrement plus heureux. En un mot, outre les maximes communes à tous, chaque peuple renferme en lui quelque cause qui les ordonne d'une manière particulière et rend sa législation propre à lui seul. C'est ainsi qu'autrefois les Hébreux et récemment les Arabes ont eu pour principal objet la religion, les Athéniens les lettres, Carthage et Tyr le commerce, Rhodes la marine, Sparte la guerre et Rome la vertu. L'auteur de l'Esprit des lois a montré dans des foules d'exemples par quel art le législateur dirige l'institution vers chacun de ces objets. Ce qui rend la constitution d'un État véritablement solide et durable, c'est quand les convenances sont tellement observées que les rapports naturels et les lois tombent toujours de concert sur les mêmes points, et que celles-ci ne font, pour ainsi dire, qu'assurer, accompagner, rectifier les autres. Mais si le législateur, se trompant dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît de la nature des choses, que l'un tende à la servitude et l'autre à la liberté, l'un aux richesses, l'autre à la population, l'un à la paix, l'autre aux conquêtes, on verra les lois s'affaiblir insensiblement, la constitution s'altérer, et l'État ne cessera d'être agité jusqu'à ce qu'il soit détruit ou changé, et que l'invincible nature ait repris son empire. Chapitre 12. Division des lois. Pour ordonner le tout, ou donner la meilleure forme possible à la chose publique, il y a diverses relations à considérer. Premièrement, l'action du corps entier agissant sur lui-même, c'est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain à l'État, et ce rapport est composé de celui des termes intermédiaires, comme nous le verrons ci-après. Les lois qui règlent ce rapport portent le nom de lois politiques, et s'appellent aussi lois fondamentales, non sans quelque raison si ces lois sont sages. Car s'il n'y a dans chaque État qu'une bonne manière de l'ordonner, le peuple qui l'a trouvé doit s'y tenir. Mais si l'ordre établi est mauvais, pourquoi prendrait-on pour fondamental les lois qui l'empêchent d'être bon? D'ailleurs, en tout état de cause, un peuple est toujours le maître de changer ses lois, même les meilleures, car s'il lui plaît de se faire mal à lui-même, qui est-ce qui a droit de l'en empêcher? La seconde relation est celle des membres entre eux ou avec le corps entier, et ce rapport doit être au premier égard aussi petit et au second aussi grand qu'il est possible, en sorte que chaque citoyen soit dans une parfaite indépendance de tous les autres et dans une excessive dépendance de la cité, ce qui se fait toujours par les mêmes moyens, car il n'y a que la force de l'État qui fasse la liberté de ses membres. C'est de ce deuxième rapport que naissent les lois civiles. On peut considérer une troisième sorte de relation entre l'homme et la loi, savoir celle de la désobéissance à la peine, et celle-ci donne lieu à l'établissement des lois criminelles, qui, dans le fond, sont moins une espèce particulière de loi que la sanction de toutes les autres. À ces trois sortes de lois, il s'en joint une quatrième, la plus importante de toutes, qui ne se grave ni sur le marbre ni sur les reins, mais dans les cœurs des citoyens,
qui fait la véritable constitution de l'État, qui prend tous les jours de nouvelles forces, qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s'éteignent, les ranime ou les supplée, conserve un peuple dans l'esprit de son institution et substitue insensiblement la force de l'habitude à celle de l'autorité. Je parle des mœurs, des coutumes, et surtout de l'opinion, partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres, partie dont le grand législateur s'occupe en secret, tandis qu'il paraît se borner à des règlements particuliers qui ne sont que le cintre de la voûte, dont les mœurs, plus lentes à naître, forment enfin l'inébranlable clé. Entre ces diverses classes, les lois politiques qui constituent la forme du gouvernement sont la seule relative à mon sujet. Fin du livre 2e. Et ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir, les amis. Nous passons à l'outro de ce live. Et du coup, petit poulpe dissident qui est parti. Mais au cas où tu me regardes sur le live, merci d'être passé, ça fait extrêmement plaisir. Et bonne soirée, bonne nuit à toi. Voilou, on en a terminé de ce livre 2 du contrat social de Rousseau. On entre dans pas mal de questions techniques. Je trouve que cette seconde phase de lecture de ce soir par rapport à la première est plus compréhensible parce qu'elle est plus détaillée en termes comment dire, en termes clairs et précis. Souvent il nous dit là par exemple ce qu'on vient de lire, il nous dit bon il y a premier point c'est ça, deuxième point c'est ça, troisième point c'est ça. Je trouve que c'est un peu plus limpide, un peu plus accessible, un peu plus compréhensible tout simplement. Donc c'est cool. Et tout simplement, je trouvais que c'était très intéressant. Et justement, c'est d'autant plus intéressant que ça rebondit un peu sur ce qu'on disait de la première partie de lecture de ce soir. C'est-à-dire qu'on disait que Rousseau était peut-être un peu idéaliste, dans le sens où si son truc était respecté à la lettre, ça serait peut-être très bien, mais que c'est pas le cas. Et en l'occurrence, il dit lui-même que en fait ça n'arrive quasiment jamais, qu'il n'y a quasiment jamais aucun d'état correct entre guillemets, et qu'il faudrait des dieux pour être nos législateurs. Donc lui-même sait très bien que ce qu'il est en train de dire, c'est entre guillemets le niveau impossible, mais d'un autre côté, j'ai l'impression en tout cas que dans son discours, il dit un petit peu que même si c'est inaccessible, même si c'est impossible, faut tendre vers ça. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec lui. Alors, attention, je suis pas d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit, etc. Mais je suis d'accord avec lui sur la forme. C'est-à-dire que je suis d'accord avec lui que quand on veut atteindre un objectif, même s'il est impossible à atteindre, faut quand même essayer. Parce que je pense qu'on va quand même dans la bonne direction. En fait, là, ça me fait un peu penser à une citation très niaise, que je trouve très niaise personnellement, que j'aime pas beaucoup, mais bon, ça me fait penser à la citation visez la lune, vous arriverez quand même dans les étoiles, ou je sais plus comment elle est dite, mais bon, c'est un truc comme ça. C'est pas une citation que je trouve très jolie, moi je la trouve un peu niaise, mais bon. Même si je la trouve un peu niaise, je suis d'accord avec l'idée. Et par exemple, en l'occurrence, pour mon cas personnel, c'est une chose que je dis souvent, c'est que je suis très loin d'être l'homme parfait, et encore heureux. De toute manière, l'homme parfait n'existe pas, mais je suis très loin d'être l'homme parfait, mais dans ma tête, j'ai une idée de ce que je voudrais que l'homme parfait soit. Et du coup, je m'auto... comment dire ? Je m'auto-influence pour essayer de marcher dans les traces de ce que je crois être l'homme parfait, entre guillemets. On n'est pas parfait, on est des hommes, on est des êtres humains. On a tous des imperfections et c'est normal. On fait tous des erreurs, on fait tous des fautes, on fait tous des choses mal aussi. Mais je trouve ça important de se fixer des objectifs dans n'importe quel domaine que ce soit.
même des objectifs trop hauts, si on y va avec la ferme intention et la passion franche d'accéder à ça, je pense que c'est forcément bénéfique pour nous de toute manière parce que ça nous fait progresser. En tout cas, moi, c'est vrai que je suis beaucoup partisan, entre guillemets, du progrès, au sens où j'ai toujours l'impression que l'homme s'améliore, enfin, que l'être humain s'améliore au jour le jour et devient de plus en plus une meilleure version de lui-même parce qu'il apprend des leçons au fur et à mesure de sa vie, etc. Bref. Donc voilà, un peu dans cet ordre d'idée, je suis un peu d'accord avec lui. Sinon, qu'allais-je dire d'ailleurs? Oui, c'est marrant parce que du coup, Rousseau, c'est aussi peut-être pour ça qu'il est plus compréhensible sur ces derniers chapitres, commence à s'agripper à des trucs plus concrets. C'est-à-dire que jusque-là, c'était un petit peu abstrait, peut-être ce qu'il pouvait dire. Là, c'est beaucoup plus concret, et j'aime notamment... Je suis pas assez calé, je dirais, pour avoir un avis réel là-dessus. Mais je sais que ça va venir par la suite dans la lecture. Il a déjà commencé un peu à en parler. Mais notamment le fait de dire que tous les peuples n'ont pas besoin de la même législation selon leur climat, selon leur géographie, selon leur population, etc., etc. Je trouve que c'est beaucoup plus concret et que c'est très intelligent comme remarque. Je trouve ça... Comment dire? Je trouve ça logique en fait, et je trouve que... Enfin, en tout cas, j'ai pensé à ça pendant la lecture. Je trouve que peut-être c'est un point qui n'est pas du tout... Enfin, en tout cas, je trouve personnellement qui est mal amené en cours. C'est-à-dire que, en cours, l'histoire-géographie, c'est une espèce de matière bicéphale comme ça, une matière, enfin, comment dire, où il y a deux corps bien séparés. Enfin, en tout cas, moi, perso, avec les profs que j'ai eus, c'était... Il y avait des cours d'histoire, il y avait des cours de géographie. Et bien sûr, il y avait quelques trucs qui nous intéressaient de l'un à l'autre, mais c'était vraiment séparé en cours histoire, cours géographie, et une fois de temps en temps, éducation civique. Alors qu'en fait, là, justement, Rousseau, je trouve, avec les chapitres qu'on vient de lire, montre à quel point c'est hyper important, et je trouve que ça vaudrait le coup en cours d'histoire, géo, éducation civique, de mettre ce lien beaucoup plus en surbrillance, de bien montrer que, bah, en fait, il y a plein de décisions politiques, il y a plein de décisions historiques, du coup, qui ont été prises parce que ça a une logique avec la géographie du lieu, avec avec l'histoire du lieu, avec la civilisation du lieu, etc., etc. Enfin, je trouve que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas assez mis en exergue dans ces cours. Bref, c'était juste une petite réflexion que je me faisais comme ça pendant la lecture. Et je terminerai avec une petite considération que je me suis fait aussi au cours de la lecture de ce soir. Ça me fait rire, entre guillemets, parce qu'en fait, je suis joueur de jeux de rôle. J'ai été maître du jeu aussi, et je m'intéressais beaucoup à ça à une époque, et j'avais vu des conférences un peu philosophiques sur le jeu de rôle. Et en fait, il y avait un mec qui avait dit ça, et j'étais tellement d'accord avec lui, qu'en fait, en soi, le contrat social, le gouvernement, la société dans laquelle on vit, c'est un jeu de rôle grandeur nature. C'est un jeu de rôle avec des règles qu'on suit. On a tous accepté de suivre un rôle, etc., etc., etc. Et c'est peut-être là où c'est compliqué du coup. C'est que, donc il disait ça dans son intervention. Rousseau, c'est un peu ce qu'il dit dans du contrat social. Sauf que moi j'ajoute, et Rousseau aussi le dit un petit peu, j'ajoute que bah, c'est justement très compliqué à cause de ça, parce que quand je vais jouer à un jeu de rôle, j'ai accepté les règles. J'ai accepté que telle personne soit mon maître du jeu. J'ai accepté que l'univers fonctionne de cette manière. J'ai accepté que le système de jeu utilise tel dé, tel système de points, etc., etc.
Et c'est là du coup où je suis un peu plus mitigé, et où je trouve ça beaucoup plus complexe, et où par exemple du coup, Rousseau quand il parle des peines de mort, etc., même s'il nuance un petit peu son propos à la fin, mais quand il parle des peines de mort, etc., j'ai un peu du mal, dans le sens où personne... Alors déjà, à son époque, ça devait vraiment pas être le cas, mais même à notre époque, personne choisit à quel jeu de rôle gouvernemental, avec des gros guillemets, il va jouer. Et donc, t'es joueur par défaut. Donc si tes idées ne sont juste pas du tout en adéquation avec la société sous laquelle tu vis, bah tu fermes ta gueule et tu vas te faire foutre. Donc c'est là où le bas blesse, entre guillemets, et où je trouve que c'est limité du coup. Bref, c'était une petite considération bonus, on va dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces lives, et à me dire si vous voulez qu'on réitère l'expérience de faire des lives de lecture politique, philosophique à l'occasion. Ça pourrait être sympa, donc n'hésitez pas dans les commentaires YouTube, ça me ferait plaisir de savoir. N'hésitez pas également à débattre un petit peu sur les sujets débattus ce soir, ça peut être sympa. Après, je vous promets pas de vous répondre dans les commentaires de manière très... mince, je trouve plus le terme que je voulais employer. Je ne vous promets pas de vous répondre de manière très éloquente ou complète, dans le sens où, justement, vu que c'est des commentaires, on n'est pas de vive voix, etc. Donc, je vais peut-être avoir du mal à saisir ce que vous m'écrivez et à saisir à quel passage vous faites référence de la lecture, etc. etc. Donc, je vais peut-être avoir du mal à être pertinent dans mes réponses si j'ai du mal à saisir ce que vous dites, etc. Donc, voilà. Bref. Mais ça peut être sympa si vous voulez commenter et débattre un petit peu avec plaisir. Voilà, je pense avoir tout dit pour le live de ce soir qui a duré bien plus longtemps que le premier et bien plus longtemps que ce que j'aurais cru. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup papoté. J'espère que ça vous aura pas dérangé d'ailleurs. Je vais mettre fin à ce live dès à présent. J'ai l'impression que je suis seul à nouveau. Bref, en tout cas, on aura encore 3 lives à effectuer sur du contrat social de Rousseau. Donc un dans 3 jours, un dans 6 jours, un dans 9 jours. Yeah, je sais compter. De rien, et merci pour ta présence, Fallen Angel. Bonne soirée à toi. Et du coup, demain, découverte, donc demain 21h. Découverte de la nouvelle Et puis des dents, si je dis pas de bêtises, avec le personnage de Pike pour une découverte de l'univers de League of Legends. Voilà, j'ai tout dit. Bonne soirée, bonne nuit. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné ce soir. Petit Poulpe Dissident, Chimaria Stories, Fallen Angel, que de rats. Et puis à la prochaine. Bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine pour une prochaine découverte ou une prochaine lecture. Bye bye.